Bonsoir à toutes et à tous, et un petit pardon s'il y aura quelques mots qui accrochent ou qui s'envolent. Les microbes du Languedoc sont responsables de cela. Voilà, suivant. Alors je commence par une sorte de dramaturgie, parce que je crois que cette problématique de la santé maternelle est un véritable drame. En tout cas, c'est une différence très importante en tant que marqueur sanitaire des pays du Sud et du Nord, et bien connu au Sud et illustré par ce proverbe, la femme qui accouche un pied dans ce monde et un pied dans l'autre, qui montre combien ce passage de la grossesse, de l'accouchement, est une situation à risque dans un certain nombre de pays. C'est bon. Alors, si vous voulez, les éléments récents, vous savez, depuis très très longtemps, le discriminant qui existait entre les hommes et les femmes dans un certain nombre de pays, l'absence de droits civiques, difficulté d'accès aux soins, difficulté à l'éducation. Mais par contre, ce qui est plus nouveau, suivant, c'est qu'on s'est rendu compte que tous ces facteurs, donc de différence hommes-femmes, étaient des marqueurs des catastrophes obstétricales. Et vous voyez que quand je vous ai mis des dates ici de la prise de conscience de cette problématique, vous voyez que c'est relativement récent, puisque la première réunion OMS spécifiquement axée sur cette problématique de la santé maternelle, c'est 85, donc c'est qu'il y a 30 ans, hein, alors que le problème, on le savait, existait depuis longtemps. Et puis on a eu deux conférences donc, qui se sont succédées en 87, où on a défini l'objectif d'une MSR, maternité sans risque, qui est devenue maintenant maternité à moindre risque, et compte tenu de son passé colonial, il y a une conférence francophone, donc Niamey 89, donc pour les pays francophones, autour de ce problème de mortalité maternelle. Donc vous voyez, une prise de conscience récente. Suivant. Alors ce tableau, très très rapidement pour vous dire, c'est un tableau qui est établi par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui analyse tous les discriminants, accès aux soins, accès à l'éducation, droits civiques, etc. Et plus on est proche du jeune, plus le gradient des droits entre les hommes et les femmes est important. Et vous voyez qu'on trace là une ceinture de l'Afrique, donc intertropicale, et qui se prolonge vers l'Asie. Et comme par hasard, ce sont les pays où on a les chiffres les plus préoccupants en termes de mortalité maternelle et infantile. Suivant. Donc pour s'entendre, et vous entendrez parler de mortalité maternelle là-dedans, il faut qu'on parle des mêmes choses. Hein. L'OMS définit, en l'exprimant pour 100 000 naissances vivantes, le décès d'une femme en couche, c'est toute la durée de sa grossesse et les 6 semaines qui suivent l'accouchement. Hein. Donc si dans cette période, pourquoi après l'accouchement? Parce qu'un certain nombre de manifestations peuvent se déclarer pendant la grossesse et exercer leur effet délétère donc dans les semaines qui suivent la naissance. Suivante. Alors, si vous voulez, la prise de conscience pour qu'il y ait ces réunions, c'est qu'on a pris conscience aussi de la sévérité de ce problème. Et ce problème, il est sévère pour différentes raisons. Bien sûr, ça touche par définition des femmes jeunes, donc en année de vie perdue, et vous savez aussi, tout au moins dans les contrats africaines, combien la femme est le pilier un peu de la structure sociale. Et donc cette vie perdue, c'est un élément très important. Serge en parlera tout à l'heure, la calamité des calamités, les fistules obstétricales. Là, on est dans la morbidité, on n'est plus dans la mortalité, mais vous imaginez, donc, alors là, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres qui sont établis, mais on sait que ces problèmes de fistules obstétricales, voire de prolapsus, sont des conséquences très très importantes qui vont extraire la femme de sa vie de couple, de sa vie sociale. Donc la désorganisation sociale, ça c'est compte tenu de la place de ces jeunes mères dans la société africaine, donc un décès a des conséquences importantes. Et puis, et ça c'est assez frappant, est-ce que cette mortalité maternelle est perçue comme un problème grave? Vous savez, quand vous allez dans un hôpital africain, on ne va pas forcément vous dire que c'est une priorité, la mortalité maternelle. Parce que cet hôpital, il reçoit des enfants, par exemple, qui font du neuropaludisme, où vous allez avoir des dégâts considérables, avec 90% des enfants qui vont décéder. Et même, Dieu merci, la grossesse étant un phénomène naturel, et l'accouchement aussi, il y a moins de décès. Par contre, dans les femmes à risque, vous avez donc
très très fort pourcentage de décès. On va voir quelques chiffres suivants. Voilà. Alors on est à peu près, on estime, ce sont des statistiques donc faites par l'OMS, assez récentes, 2014, qu'on est à peu près, il y a 300 000 décès donc maternels annuels, selon la définition que je vous ai donnée. Hein. Et parmi elles, donc 19% dans les pays en voie de développement. Alors pour faire choc, hein, ça fait une mort maternelle toutes les 2 minutes, hein, et surtout hors VIH, qui est bien hors VIH, la grossesse est donc la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer, donc de leur puberté jusqu'à la ménopause. Alors, on va passer plus vite, c'est pas un cours de médecine, mais les causes du décès, les causes médicales du décès, elles sont bien connues. C'est un tabouret à 4 pieds, hein, c'est l'hémorragie, c'est l'infection, c'est les troubles tensionnels de plus en plus fréquents, et c'est ce qu'on appelle les dystociés obstétricales, c'est-à-dire qu'au moment de l'accouchement, donc le mobile fœtal donc suit une mécanique anormale et vient se bloquer dans le pelvis, engendrant un certain nombre de pathologies. Et puis alors vous avez toutes sortes de causes, on est des fois aussi dans des situations avec des maladies particulières, c'est-à-dire qu'un paludisme pendant la grossesse va aussi être cause de mortalité, toutes les causes indirectes. Le VIH, bien entendu, hein, c'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas équilibrée et qui va avoir une infection par le VIH, donc sa maladie va se transformer en sida. Hein. Et puis alors, ce dont personne ne parle, mais qui, en conjuguant l'infection à l'hémorragie, l'interruption volontaire de grossesse qui est faite souvent dans des conditions déplorables, est la deuxième cause de mortalité de ces jeunes femmes. Alors, les facteurs de risque, ben on les connaît, hein, j'insiste pas sur les facteurs médicaux, c'est affaire de spécialistes. Et ce qui est nouveau et qui est important et qui va avoir une implication franche dans la prise en charge, c'est les facteurs socioculturels, c'est-à-dire sur tout ce que je vous ai mis ici. Parité, analphabétisation, célibat, polygamie, désir ou pas de grossesse, planification et espacement des naissances, accouchement à domicile, chacun de ces items est relié à un taux de mortalité maternelle. Donc vous voyez que le problème est important et global et bien entendu joue aussi dans ces éléments les facteurs économiques, hein, l'habitat, le niveau de revenus, les problèmes de chômage, comme chez nous dans les pays occidentaux. Suivante. Alors, les services de santé qui prennent en charge localement, je crois qu'il ne faut pas parler langue de bois. Hein, c'est-à-dire que nous référons, ici je vous ai mis la couverture d'un livre de collaborateurs fréquents avec Santé Sud, qui sont 2 anthropologues, Olivier Tsardan et Yannick Jaffré, qui ont sorti ce livre, Une médecine inhospitalière, d'observation avec des confrères africains, et qui regardent un anthropologue, il s'assoit sur une chaise, et il regarde ce qui se passe dans l'hôpital. Et quelles sont rapidement les conclusions de l'offre de santé sur place suivante? En termes de qualité, celle-ci est déplorable. L'affectation du personnel est aléatoire. On n'utilise pas toujours les compétences des gens au poste qu'il faut. Et nous, voyez-vous, qui sommes une association, on ne fait que de la formation, hein, du soutien, agile sans remplacer, ce que disait Philippe, ça peut des fois poser des problèmes, parce que nous allons avoir un programme de formation, un poste déterminé. Une fois cette formation faite, ça risque d'être une promotion sociale pour la personne qui en a bénéficié, et elle peut être déplacée de son poste sans des problèmes. L'accueil souvent méprisant dans les hôpitaux en dehors des filières, hein, des recommandations. Hein, ça c'est quelque chose aussi de très fréquent. Nous interroge beaucoup comme obstétriciens, pour en discuter tout à l'heure, une certaine violence des sages-femmes dans la réception de ces patientes. Hein, c'est quelque chose que nous avons observé dans beaucoup de pays et qui pose question. Alors après, là aussi ça pourra faire partie de la discussion, mais il est bien évident que quand on parle d'éthique professionnelle, moi je suis gynécologue obstétricien, toutes les missions que j'ai faites, mon salaire continuait d'être versé sur mon compte. Donc je n'ai pas de leçon d'éthique à donner, bien entendu. J'étais assistant en 6 mois au CHU de Dakar. Les internes n'étaient pas payés depuis 6 mois. Donc je crois que les problèmes éthiques relèvent aussi, mettent en évidence des problèmes politiques très importants. Hein, il en est de même pour la corruption, qui est parfois
institutionnalisé, mais corruption, c'est notre mot à nous. Hein, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un certain nombre de médecins, je reprends les cas de Dakar, qu'est-ce qui se passait, ils n'étaient pas payés, les internes de gynécologie. Mais donc le soir, une famille africaine, vous savez, c'est 15-20 membres, il fallait bien faire un petit peu de privé dans un cabinet qu'on leur avait donné pour pouvoir donc faire vivre la famille. Suivant, non, on la reverra après, vas-y, suivant. Alors, très rapidement, pour rester dans le temps qui m'a imparti, depuis la prise de conscience, donc, vous avez vu, les années 85, les instances internationales et l'OMS en particulier ont mis en place des politiques pour améliorer ça. Alors tout à l'heure, je vous ai dit 300 000 femmes qui décèdent. Globalement, il y a eu un progrès donc, sur les 20 dernières années qui est relativement important puisqu'on estime que grosso modo, la mortalité maternelle et infantile ont baissé de 45% en une vingtaine d'années, ce qui est bien. Mais par contre, c'est très inégalement réparti. Hein, et donc avec des pays qui non seulement ont stagné, mais ont une mortalité qui a encore augmenté. Alors dans ces politiques, vous avez vu le problème des temps complets, l'accessibilité des filles au programme d'éducation pour vaincre l'analphabétisme. C'est un frémissement très positif ça. Sur des pays comme l'Afrique où on voit que le sexe ratio des petites filles par rapport aux garçons est en augmentation. Et ça, je crois que c'est un signe positif fort qui est envoyé. L'éducation à la santé est un élément très important. Karine en parlera tout à l'heure. Et certainement, suivante, l'amélioration du statut des femmes. Hein, là aussi, il progresse, mais il reste là aussi directement lié à ces problèmes de maltraitance pendant la grossesse. Suivante. Alors, une grande politique, ça a été de dépister les grossesses à risque, hein, la notion d'approche par le risque. Et donc, les évaluations sont donc par les consultations prénatales, par un personnel a priori compétent. Les évaluations qui ont été faites sont très décevantes. Sont très décevantes pourquoi? Je prends l'exemple par exemple de Niamey où c'était la première mission de Gynécologie sans frontières où j'étais allé, il y avait des consultations prénatales qui se faisaient bien, on prenait la tension, on regardait, on faisait un diagnostic, les sages-femmes locales, et elles marquaient des médicaments, mais ils n'existaient pas à Niamey. Ou alors on dépistait une femme qui boitait, on se contentait de le mettre sur le dossier médical, mais on ne lui disait pas cette boiterie, elle va entraîner une dystocie, il faudra accoucher à l'hôpital. Donc vous voyez, les consultations prénatales qui ne sont pas suivies des faits, donc n'ont pas eu le rôle que l'on attendait. En dehors de deux choses qui sont quand même importantes, qui est la distribution donc, de fer, d'acide folique et la prévention du tétanos, qui là a beaucoup reculé grâce à ces consultations prénatales, mais pas d'impact sur la mortalité. Suivante. Avec pragmatisme, l'OMS aussi s'est dit qui fait les accouchements sont les accoucheuses traditionnelles. Donc vous avez énormément de programmes de formation des accoucheuses traditionnelles. Et l'analyse montre que ça n'a pas fait bouger d'un iota la mortalité maternelle. Alors les causes sont multiples, on pourra en discuter éventuellement dans la discussion, hein. Mais l'art des accouchements est un peu un art transmis de génération en génération, et donc le programme n'a pas réussi. Suivante, il me reste une minute, on va essayer d'y passer. Et actuellement, les recommandations OMS paraissent des recommandations de raison. Vous savez, c'est une discipline, l'obstétrique, où à un moment, pour sauver les mères, il faut faire une césarienne, il faut faire 3 points sur des artères qui saignent. Donc, et de rendre accessible, d'une part, de médicaliser l'accouchement dans le sens de faire accoucher les femmes, non plus à leur domicile, mais à l'hôpital, dans des structures qui sont capables de les prendre en charge, ce qui pose tout le problème de la logistique d'accès. Suivante, il doit me rester 2-3 dias. Voilà, c'est juste pour lancer les communications suivantes. Alors, quelle place pour l'humanitaire? D'abord, déjà tenir compte de ce qui a été fait, pas refaire les mêmes choses. Hein, voilà, suivante. On est dans cette problématique sur Santé Sud, mais à Gynéco sans frontières également, hein, dans l'organisation, dans la formation, dans le soutien, puis chose très importante aussi, dans l'évaluation. Tous les soutiens financiers que nous avons pour nos projets demandent à très juste titre une évaluation, et donc ça fait une partie très très importante
donc de la proposition des programmes suivants. Voilà, alors c'est ma dernière diapo, où on arrive, si vous voulez, vous avez compris que se mêlent à la fois les problèmes médicaux, les problèmes sociétaux, les problèmes psychologiques, d'où un peu cette notion qui a été développée par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, une espèce de paradigme, une approche systémique du problème de la grossesse, qui tient compte des différentes caractéristiques techniques opérationnelles, donc le fonctionnement des systèmes de santé, certainement, mais aussi socio-culturels, économiques et politiques, très intriqués les unes aux autres, et dont chacune des composantes doit être prise en compte pour un effet durable sur la santé maternelle. Et c'est pour ça que, donc, dans les interventions qui vont suivre, pour notre association, c'est dans un domaine très élargi que nous intervenons autour donc de la mère et de l'enfant, comme vous allez pouvoir le voir maintenant avec des témoignages donc d'actions de terrain très spécifiques. Merci. En 2009, il y avait eu un travail d'enquête et d'évaluation qu'avait fait Santé Sud sur la situation en Mauritanie. Et ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait effectivement, comme dans beaucoup d'endroits, un problème d'accès à des soins, un problème de moyens, de formation des personnels, mais pas que. Et que beaucoup de femmes évoquaient les difficultés à comprendre les stratégies des soignants, à se dire mais pourquoi est-ce qu'ils veulent remettre en cause un certain nombre de choses qu'on nous a transmises, d'informations sur ce qu'il faut donner aux nourrissons, sur les risques et les dangers et l'aspect négatif de la limitation des naissances, tout un tas de facteurs qui freinaient la venue des personnes dans les structures de soins. Donc c'est bien d'avoir des structures de soins, c'est bien de former le personnel, encore faut-il que les personnes s'y rendent, encore faut-il qu'elles aient confiance et qu'elles comprennent ce qu'on leur dit et où on veut les amener. Et visiblement, ce n'était pas si simple que ça. Et donc, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait un atelier en 2013, un atelier participatif où on a réuni dans la salle des médecins, gynéco, un pédiatre, des sages-femmes, un assistant communautaire que vous avez vu, qui par ailleurs travaille à la mairie et s'occupe des questions sociales, et puis des femmes des quartiers. Et on a mis tout ça ensemble et on a dit, c'est quoi les problèmes? C'est quoi les freins qui font qu'aujourd'hui, il est difficile d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant? Et on a vu, bien sûr, les médecins ont donné leur point de vue médical, mais on a vu aussi beaucoup de femmes qui s'exprimaient en disant, mais d'abord quand on arrive, on se fait rabrouer, la contraception, la sage-femme, elle est debout dans le couloir, elle nous dit, tu veux quoi? Bon, ben allez vite, je te fais une ordonnance et puis va-t'en. Ou les brutalités, effectivement, la façon de faire être mal reçu, et puis la remise en cause d'un certain nombre de choses auxquelles les personnes croient et auxquelles on oppose des justifications scientifiques qui ne les touchent pas du tout et auxquelles elles n'adhèrent pas. Donc on a essayé de travailler pendant 3 jours sur c'est quoi les messages qui pourraient à la fois faire progresser les connaissances des femmes, et puis qu'elles puissent les admettre, qu'elles puissent se les approprier, et qu'elles puissent se faire un nouveau bagage où elles mélangent ce à quoi elles croient et les informations scientifiques pour faire des connaissances acceptables sur le plan médical, qu'elles puissent faire leur chemin avec ce qu'elles croient et avec ce qu'on leur apporte en information. Donc on a travaillé sur quels sont les messages, comment on va les faire passer. De là est née l'idée de, vu les relations que Paul a soulignées qui sont pas toujours très bonnes entre les soignants et les populations, l'idée d'avoir des personnes qui soient intermédiaires, qui fassent le lien, qui à la fois décryptent un peu le discours médical pour le transformer en discours compréhensible, et puis rapportent aussi aux soignants ce que pensent les gens et comment ils vivent les choses. Et donc on a travaillé avec une association,
avec une association donc, qui, par ailleurs, travaille pas mal sur la question des violences, anime un numéro national d'écoute sur la question des violences faites aux femmes, et qui a une expérience de travail de formation sur le terrain, qui connaissait bien le quartier de Sepra où se déroulent les actions. Et on est parti sur l'idée de former des femmes qui allaient être femmes relais pour nous, femmes ressources pour la communauté. Et donc ces femmes, il y en a 8 actuellement, et ces femmes sont un lien avec les femmes. On va voir comment ça se passe. Elles sont aussi un lien avec les soignants pour rapporter ce que disent les femmes. Elles sont un lien avec les institutions pour dire qu'un certain nombre d'organisations des soins ne fonctionnent pas. Il est prévu par exemple qu'il y a un forfait qui est payé et qui permet la prise en charge de toutes les consultations prénatales, consultations postnatales, la césarienne s'il y a besoin, etc. Et qu'en fait, dans la vraie vie, ben, c'est pas forcément ça qui se fait. On fait repayer un dépistage du VIH parce que ça fonctionne pas et qu'au passage, il y a un certain nombre de gens qui augmentent les prix et ne respectent pas le projet. Elles peuvent ramener donc les dysfonctionnements, et puis elles travaillent aussi avec l'équipe Santé Sud de façon proche, de façon de plus en plus proche d'ailleurs, en sollicitant les intervenants, et en particulier le docteur Niaya que vous avez vu qui intervenait, pour venir avec elles sur des situations un peu complexes. Donc ces femmes relais, qui au départ étaient un petit peu prévues comme plus apporter des informations, pouvoir informer les femmes, sont devenues, avec la pratique et l'expérience, un peu des points centraux qui servent beaucoup plus à, bien sûr, informer les femmes, bien sûr leur apporter des informations, bien sûr ramener des informations, mais aussi être un peu, faire prendre un peu une mayonnaise entre soignants, institutions, les organisateurs du programme et les femmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner sans elles, parce qu'elles peuvent ramener ce qui se passe, comment ça se passe, et questionner les projets. On va peut-être continuer. Alors, qu'est-ce qu'elles font concrètement? On l'a vu, elles en ont parlé. Donc, elles ont eu une formation. C'est des femmes qui étaient issues d'associations de quartier, de femmes. Et comment ça se passe concrètement? Les sages-femmes dans la maternité de Sepra, chaque fois qu'il y a une femme enceinte de 8 mois, les appellent, les contactent. Je dis les appels, mais en fait ça se fait par contact de proximité. C'est le réflexe ici, on appelle. Mais elles donc, contactent une femme relais sur un secteur, elles sont sectorisées, donc en fait l'espace sur lequel elles interviennent, en fait elles habitent sur cet espace, et chacune a son espace, son quartier, où en fait elle connaît un peu tout le monde, et donc toute femme enceinte de 8 mois va être vue, avec une première visite à domicile, qui va porter sur le dépistage du VIH pour pouvoir enclencher une prévention de la transmission mère-enfant si jamais le diagnostic était positif. Et a été rajoutée une enquête qui est acceptée parce que les femmes sont acceptées. Les femmes relais sont acceptées par les autres femmes et acceptent donc de répondre à un certain nombre de questions qui fait un peu le tour de ce qu'elles savent, comment elles se situent par rapport aux thématiques sur lesquelles elles vont être accompagnées. La question du VIH, est-ce qu'elles savent ce que c'est que la transmission mère-enfant? Est-ce qu'elles savent ce que c'est que le VIH? Est-ce qu'elles savent ce que c'est que les risques de transmission mère-enfant? Donc il y a une évaluation sur qu'est-ce qu'elles connaissent, les avantages de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, est-ce qu'elles connaissent les questions de vaccination, des questions de planification et le don du sang. Voilà. Donc elles sont un petit peu, c'est un moment où on fait un état des lieux de leurs connaissances, et ce qui permet de commencer à entamer la discussion avec elles. Donc après cette première visite à domicile, normalement si tout se passe bien elles accouchent, puisqu'elles sont à 8 mois, donc ça rapidement, et donc la deuxième visite à domicile va se faire le lendemain de l'accouchement, et va être un accompagnement autour de l'allaitement.
Donc cette deuxième visite va être suivie une semaine après du troisième visite pour renforcer l'accompagnement autour de l'allaitement et d'une quatrième visite qui sera un mois après autour de la planification familiale et de la vaccination des enfants. Et puis dans la foulée, on aura une cinquième visite sur laquelle on va travailler sur la question du don du sang, puisqu'il y a des résistances à donner son sang, et sur l'enclenchement autour des consultations postnatales. Et la dernière visite est une rencontre d'évaluation. Donc on voit que cet accompagnement des femmes va se faire en proximité, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est dans leur aire de vie, qu'elles voient régulièrement et qu'elles peuvent... Alors ça, c'est vrai que c'est pour les femmes relais, c'est pas toujours très confortable, parce que s'il y a un problème, elles peuvent être aussi sollicitées en dehors des visites à domicile, parce qu'elles sont dans l'espace de vie. Mais on voit que c'est quelque chose qui se fait dans la durée, et dans le temps, et dans la proximité. Donc, ce travail de visite à domicile, qu'est-ce qu'elles vont apporter et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Des informations essentielles pour la réussite du programme. Elles apportent des informations aux femmes, donc à la fois sur les questions de santé prioritaires, mais aussi sur les lieux ressources et leurs droits. Elles donnent des informations, elles les aident. Sur l'écoute, elles écoutent les femmes et elles peuvent travailler sur les représentations et les difficultés d'appropriation par rapport aux informations et identifier les dysfonctionnements. Elles font un retour des informations aux soignants et aux animateurs du programme, à la fois sur des problèmes de santé identifiés lors des consultations de suivi et sur les dysfonctionnements. Et ça permet l'intervention des responsables du programme, alors à la fois sur des interventions institutionnelles s'il y a des dysfonctionnements, sur des remises à niveau des soignants si on voit que sur les questions de façon de se comporter, il y a un travail à faire et c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans les programmes. C'est pas seulement les questions techniques, c'est aussi la façon de se comporter avec les personnes. Et puis, ce qui a été mis en place, qui n'était pas prévu mais qui a été évident, c'est la question de leur formation continue. En fait, ce sont des véritables liens sur des tas d'autres problèmes de santé. Elles vont pour faire une visite à domicile sur un mandat qu'on leur a donné, elles ont été préparées, elles savent ce qu'elles doivent faire, mais elles arrivent dans une famille, elles voient une femme et puis elles s'aperçoivent qu'elle a les jambes enflées ou qu'elle a quelque chose. Et elles ne savent pas pourquoi forcément, mais elles reviennent vers les structures de soins, elles reviennent vers la sage-femme ou vers un des médecins du Santé Sud, et elles disent, cette dame, elle a ça. Cette dame, elle a... Et donc, en fait, elles font, souvent, elles sont un peu des vigiles. Elles s'aperçoivent, avant même les consultations de suivi, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, et elles permettent de référencer les femmes bien avant que les problèmes deviennent aigus ou s'aggravent. Et elles ont petit à petit, moi je les ai rencontrées, la dernière fois que je les ai rencontrées, c'était dans une formation de suivi sur la planification familiale, et ce qu'elles voulaient, c'était comment on pouvait lutter contre les idées reçues, comment on pouvait répondre aux femmes, comment on pouvait travailler avec elles pour leur apporter des informations et les aider à réfléchir sur avantages et inconvénients de la planification. Et elles sont en train d'acquérir un savoir-faire et de construire des réponses que nous n'avions pas au départ. C'est-à-dire quand on a commencé le projet, on avait un certain nombre d'orientations, on leur a donné un certain nombre d'outils, et petit à petit, dans les allers-retours qu'il y a entre les soignants, les animateurs du programme et les femmes relais, est en train de se construire un nouveau savoir, une nouvelle façon d'aborder les choses, et un nouveau, je dirais, un savoir qui est entre le médical et le savoir populaire, qui est une nouvelle façon d'aborder les choses, qui est compréhensible et qui peut peut-être être utilisée de façon plus large et qui serait intéressant que les soignants s'approprient. Je crois que ce qui serait, s'il y a peut-être il reste une minute, dans la minute qui reste, moi j'aurais deux suggestions, deux propositions à faire. C'est d'une part que toutes les actions de santé prennent en compte cette dimension et se fassent dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la santé rien qu'avec les soignants, ça c'est évident.
le lien, surtout quand les personnes sont en difficulté avec les systèmes de soins, soit parce que les systèmes de soins ne sont pas accueillants, soit parce que les systèmes de soins ne correspondent pas aux images et aux attentes qu'ils en ont. C'est la première chose. D'autre part, je pense que ce que les personnes, ce que les femmes relais nous ramènent, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir dans les réunions avec elles, ce qu'elles nous ramènent, c'est ça nous permet aux soignants de construire une nouvelle façon d'aborder les choses avec les personnes. Et je crois que ce serait intéressant que ces femmes participent dans les formations pour les soignants à venir, que ce soit les gynécos, les sages-femmes, les pédiatres, qu'elles aussi elles amènent ce qu'elles ont appris et la façon dont les personnes se posent les questions. Parce qu'on assiste souvent à le médecin donne son point de vue, la sage-femme donne son point de vue, le technicien de santé donne son point de vue. La personne en face, elle n'est pas toujours en capacité de questionner ce point de vue ou de dire je ne suis pas à l'aise avec ce que vous dites ou je ne comprends rien à ce que vous dites. Par contre, les femmes relais, elles ont maintenant suffisamment de recul, elles vont voir près de 400 femmes. Ces femmes, elles ont compris un certain nombre de choses, elles ont mis le doigt sur là où les femmes ne comprennent pas ce que disent les soignants, et je pense qu'elles sont des éducateurs pour les soignants qu'il faut intégrer dans les futures formations. Et je pense qu'elles nous amènent des informations pour construire nos projets futurs pour une approche médicale et sanitaire qui prennent en compte le point de vue des personnes. Elles sont en capacité de nous ramener ce point de vue des personnes et de modifier le nôtre pour être plus efficace et prendre en compte la parole des personnes. Voilà. Donc je pense que c'est une expérience qui pourrait être utilisée partout, sur toutes les thématiques, et qui dit qu'on ne peut pas faire sans les gens. Et donc, non seulement on ne peut pas soigner dans les pays à la place des équipes des pays, mais je crois qu'on ne peut pas soigner les gens sans leur participation et sans leur implication et sans qu'ils nous disent, eux, comment ils vivent ce qu'on leur propose en tant que soignants. Voilà. Il faut savoir qu'en Mongolie, l'immense majorité, 99, et quelques d'accouchements se déroulent dans les structures hospitalières. Alors, en Mongolie, le système de santé est organisé sous forme de la distribution administrative aussi. Donc il y a les petits centres, les bagues, qui sont des petits postes de santé. Le bague correspond à peu près à un village. Ensuite, il y a le SOUM, qui correspond, on va dire, à un petit département, un groupement de communes, pour nous, à la taille de chez nous, mais qui est une entité administrative assez importante pour la Mongolie. Et donc, dans les SOUM, il y a des hôpitaux qui sont des gros centres de santé avec quelques lits d'hospitalisation. Suivant la taille du SOUM, le centre de santé est plus ou moins important, le nombre de lits d'hospitalisation plus ou moins important. Et ensuite, il y a les MAG qui correspond à la région, avec son chef-lieu, avec l'hôpital régional des MAG, et puis après, il y a la capitale Ulaanbaatar. Donc, la Mongolie, pays qui fait rêver beaucoup de monde, pays très attractif au niveau touristique. Pays immense, 3 fois la France, mais 3 millions d'habitants, 3 millions et demi d'habitants, une énorme attraction de la ville actuellement, donc la capitale Ulaanbaatar, qui compte maintenant plus du tiers des habitants de la Mongolie. Une grande sédentarisation, quand on rêve Mongolie, on rêve grands espaces avec les chevaux, les yourtes et tout ça, mais en fait il y a une très grande sédentarisation de la population. Et d'autant plus avec le nouveau système qui est mis en place, qui n'est plus du tout le système soviétique où les troupeaux appartenaient à l'État et tout. Maintenant, c'est le système privé. Et donc, quand il y a des difficultés avec les troupeaux qui meurent, avec les SDOUZ, qui sont des phénomènes climatiques qui sont très très dramatiques pour les troupeaux, les gens ont plutôt tendance à venir vers la ville et en fait à se retrouver dans les grands centres. Donc on a travaillé dans différentes régions de la Mongolie et actuellement on travaille, vous voyez, Tsetselerg, les monts Kangay, à côté il y a Tsetselerg. Donc c'est un projet bien-être en Arkhangai, la région s'appelle l'Arkhangai, qui se développe là depuis plusieurs années, après avoir travaillé dans la région de Soukbatar, vous l'avez marqué, dans le nord de la Russie. Alors ma partie là c'est l'hygiène. Alors, on est aussi vraiment avec l'hygiène dans la base de la base. Là, moi, je redescends sur Terre, je ne suis plus on n'est pas du tout dans les grandes considérations. On est dans le nettoyage de la base. Et quand on fait des missions sur l'hygiène, on repart vraiment de tout à fait en bas.
Alors, la Mongolie, Paul avait titré à Santé Sud Info, un éditorial, l'envers du décor. Parce que c'est vrai qu'en Mongolie, on est très loin quand même des chiffres africains de décès maternels et infantiles. Il faut savoir quand même que les chiffres sont 10 fois ceux de la France. Donc il y a aussi beaucoup de progrès à faire. Même si la mère elle est choyée, même si l'enfant aussi est très choyé, il y a aussi, on peut faire des gros progrès au niveau notamment de l'hygiène. Il faut savoir que pour les femmes enceintes, pour les faire en sorte que ça se passe le mieux possible, il y avait des systèmes de prévention qui étaient très mis en avant, bien avant que Santé Sud intervienne en Mongolie. Et notamment ce qu'on pourrait appeler les waiting homes, qui sont des salles d'attente pour les femmes des provinces, des femmes rurales, afin qu'elles puissent venir se reposer une quinzaine de jours avant d'accoucher dans des petits appartements qui dépendent de l'hôpital, où elles peuvent vraiment se remettre en forme, parce qu'il faut voir que la femme mongole a énormément de... Tu peux mettre la suivante. La femme mongole, surtout en hiver, quand elles vivent dans des yourtes, avec la difficulté qu'il y a, elles sont vraiment très fatiguées quand elles arrivent en fin de grossesse, elles ont besoin de se reposer, et elles peuvent se reposer et se permettre ainsi que l'accouchement se déroule dans les meilleures conditions possibles. La Mongolie a un climat qui est plutôt rude, enfin c'est pas plutôt, qui est très rude, parce que le climat va de moins 40 l'hiver à plus 40-45 l'été. Donc on est toujours dans des situations extrêmes. Donc l'hiver, tout est gelé, l'été, c'est le contraire, il fait vraiment trop chaud, et là on a beaucoup de problèmes aussi, notamment au niveau de l'hygiène, puisqu'il faut conserver les aliments, il faut conserver tout ce qui peut être conservé au frais, et il n'y a pas forcément du frais. Donc, quand on arrive en Mongolie, ce qui frappe quand même dans les hôpitaux mongols, c'est aussi l'impression de propreté. Ça nettoie de partout. Il y a des femmes qui sont là toujours en train de nettoyer. C'est recouvert. C'est pas du tout l'impression de misérabilisme comme on peut trouver dans certaines situations en Afrique. Au contraire, ça paraît clean, c'est propre. Ils sont très fiers de nous montrer ça. Pour nous promener dans les hôpitaux, ils nous mettent des capes sur les épaules, ils nous mettent des charlottes sur la tête. Et c'est vraiment, la première impression est vraiment une impression de propreté. En fait, quand on se penche un peu plus, évidemment, on se rend compte que propreté n'égale pas forcément hygiène. Parce que vu les conditions de la Mongolie, comme je vous le disais, il n'y a pas forcément de l'eau de partout. L'hiver, notamment, avec l'eau qui est gelée dans les soubes. Dans les hôpitaux, l'eau peut aussi geler, même à l'hôpital de Tsetselerg. Moi qui vis dans une région de moyenne montagne en France, je sais que l'eau et les tuyaux doivent être enterrés à 50 cm minimum pour qu'on ait de l'eau déjà toute l'année. Je dis qu'en Mongolie, quand l'eau n'est enterrée que de 30 cm, ce qui se passe, on passe dès les premières gelées, on n'a plus d'eau nulle part. Donc, problème d'eau, l'été, problème d'eau correct, donc toujours problème d'eau. Et vous voyez que là, sur cette Kiapo, quelquefois l'hiver, la seule eau qui coule encore, c'est l'eau du radiateur. Tout est gelé. Donc, on peut se servir que de l'eau du radiateur. Donc, d'énormes problèmes qui peuvent survenir aussi. Et le constat sur le manque d'hygiène de partout est relativement vite fait. Comme au manque d'eau, les nettoyages se fait avec la même eau, qui dure toute la journée, si ce n'est quelquefois le lendemain. Les produits sont inadaptés, parce que de partout dans le monde, on trouve le homo, ou l'équivalent de homo, qui sert à nettoyer tout aussi bien les surfaces que le sol. Et ensuite, les instruments, tout n'est pas nettoyé avec la même eau et tout ça, donc problème à prendre en compte de partout. Et les problèmes d'hygiène vont même jusque dans les cuisines, puisqu'on s'est aperçu, en faisant des jeux de rôle, que les cuisinières décongelaient la viande pour la couper, pour préparer le repas, et puis la viande était recongelée ensuite. Et pour eux, c'est pas très grave, parce que de toute façon, c'est toujours recongelé. Donc voilà, les congélateurs ne ferment pas forcément, les frigidaires non plus. Comme les morceaux de viande sont très gros, donc on ne dit pas fermer la porte, c'est pas grave, la porte reste entrouverte. De toute façon, comme il fait froid, ça gèle, et puis s'il fait pas très froid, ça décongèle, et c'est tant mieux, ça sera décongelé pour servir ensuite. Et donc c'est ça s'est aperçu, on s'est aperçu ça dans des jeux de rôle, parce que évidemment, on n'était pas allé voir comment travailler les cuisinières. Donc je ne vous dis pas les fourrés qu'on a eu ensuite avec ça. Et puis les soins, quand on fait l'évaluation de façon de faire les soins dans les services hospitaliers, la gestion du soin, comme partout, est toujours très difficile pour aller du plus propre au plus sale.
Et ensuite, la façon de faire des soins stériles. Donc, il y avait les femmes, elles ont quasi toutes une sonde à demeure pour accoucher. Ça fait partie des fameux standards mongols. En Mongolie, tout est régi, la vie est régie par des standards. Ils n'ont pas passé 70 ans sous le régime soviétique pour rien. Donc, tout est écrit, c'est des standards. Alors, ces standards, on a demandé pour les avoir. Seul problème, les standards, où c'est écrit en russe, où c'est écrit en mongol. Donc, les traduire, c'est un travail énorme. On a quand même une équipe en Mongolie qui nous en a traduit certains, et ils disent tout et son contraire. Donc, suivant l'endroit où les personnes ont été formées, ils ont appris tout et le contraire d'après les standards. Mais c'est toujours le standard qui régit. Donc, pour mettre une sonde à demeure, c'est pas gênant de mettre des gants stériles dans l'endroit où on prépare le matériel et d'arriver, d'ouvrir la porte avec les gants stériles et ensuite de faire le geste avec les gants stériles. Et donc, pour éviter ça, ils ont trouvé une parade parce qu'on leur a dit oui, mais les poignées de porte, elles ne sont pas forcément stériles. Et ils nous ont dit, mais c'est pas grave, parce qu'on va mettre dessus du désinfectant. Et alors, ils ont entouré les poignées de porte avec du tissu imbibé d'alcool, et c'était désinfecté. Et donc, vous pouvez toucher le désinfectant et puis travailler ensuite. Et donc, il faut changer quelque chose des standards, encore autre problème. Donc, on a travaillé beaucoup, parce que alors, on a des très belles photos de familles mongoles. Et alors, vous voyez la taille des hôpitaux. Ça, c'est l'hôpital de Soukbatar. C'est l'époque soviétique, la grandeur soviétique, je ne vous dis pas. Là, c'est un hôpital, il y a 200 lits. Donc, imaginez la place perdue, les couloirs immenses, tout à nettoyer, les tuyaux qui passent dessus. Donc, comment faire changer la façon de faire? On part du principe qu'on ne peut rien imposer. Ce n'est pas en imposant notre façon de faire que ça ira. Donc, on essaye de réfléchir avec eux, de travailler, et les jeux de rôle marchent très bien. Malgré la différence de langue, malgré la différence de culture, on s'est aperçu qu'ils aimaient beaucoup les jeux de rôle. Et donc, en Mongolie, on travaille toujours avec des interprètes, puisque je ne parle pas mongol, même l'anglais là-bas n'est pas usité à l'intérieur de la Mongolie parmi des cadres infirmiers. Et donc, on a toujours des interprètes. Et on arrive à avoir des interprètes qui sont infirmiers. Moi, j'ai même eu des interprètes médecins. Donc, c'est quand même une très, très grande qualité de pouvoir travailler avec eux, puisqu'on a le même vocabulaire. Et alors là, on essayait de faire des manipulations avec des pinces de compresses, parce que les compresses, c'est impossible pour eux de travailler avec des pinces. Donc même au bloc, on peut passer des compresses comme ça à la main, une fois qu'on a mis des gants stériles. Sauf que toujours les gants stériles peuvent servir à beaucoup de choses. Mais donc apprendre le maniement de faire certains gestes qu'on trouve utiles. Et là, c'est des fous rires généralisés. On a fait des jeux de rôle pour mettre des sondes à demeure, on a fait des jeux de rôle sur des pansements, et puis on a fait des jeux de rôle avec des jeux de cette erreur. C'est-à-dire qu'on fait des gestes, et à eux de trouver ce qui ne va pas dans les gestes que l'on fait. Et là aussi, de nouveau, grand fou rire, et comme ça, d'eux-mêmes, ils en sont parvenus à voir ce qui n'allait pas, à trouver des solutions, et on a pu écrire des protocoles, et notamment je préfère des protocoles de pose de la sonde à demeure, j'en reviens toujours là, parce que c'est quand même un geste qui est quand même invasif, et qui est source de très grandes infections qui peuvent être très graves. Et donc, avec eux, c'est avec le personnel, et notamment avec cet infirmier cadre qui était là, qu'on a pu trouver comment rédiger les protocoles qui soient acceptables pour les Mongols, qui fassent partie des standards mongols et qui soient utilisables par eux, donc dans leur culture et dans leur façon de faire. Le jeu de rôle sur la cuisinière qui devait ne pas recongeler sa viande. Donc on l'a fait avec 2 infirmiers et une infirmière. Et donc l'infirmier était le directeur d'hôpital qui voulait faire des économies. Et donc il ne supportait pas que la viande puisse être jetée ou découpée, tout ça. Et donc la cuisinière qui devait lui tenir tête. Donc c'était un homme, une femme qui devait tenir tête à l'homme. Le fou rire généralisé, la cuisinière a tenu tête, et ensuite, la fausse cuisinière, l'infirmière,
Et ensuite, tout le groupe est descendu à la cuisine, a travaillé avec la vraie cuisinière, lui a expliqué ce qu'elle venait faire, lui a refait le jeu de rôle et lui a écrit des recommandations pour qu'elle puisse, elle, faire attention et prouver que c'était quelque chose d'important, qu'elle pouvait opposer à sa hiérarchie si jamais elle avait un ennui quelconque. Donc, pour vous dire que toutes les solutions qu'on peut essayer de mettre en œuvre avec le personnel, et même dans un pays où c'est une culture très très différente, là pour vous dire que les hôpitaux, ça brille, vous voyez, c'est vraiment, c'est propre. Bon, il y a bien ça téléphone de partout, mais ça nettoie énormément. L'eau, elle est du matin au soir. L'hôpital de Tsetseberg, où on nous avait dit, oui, oui, il y a de l'eau, l'hôpital de région, il n'y a pas de souci. Alors, bon, il y a de l'eau. Sauf que en descendant, je vois ces personnes qui montent l'eau. Et donc je leur demande, mais oui, mais parce que l'eau, il n'y a pas d'eau, il y a de l'eau en bas, mais il n'y a pas d'eau dans les étages. Et il y a 2 étages, et voilà l'eau stérile, comment on obtient de l'eau stérile en faisant chauffer des cuvettes d'eau de cette façon-là. Ça met du temps, c'est pas forcément le plus évident. Et ça, c'est dans les hôpitaux de Soum. C'est la façon d'avoir de l'eau, parce qu'on va chercher de la neige l'hiver, ou on va chercher de l'eau à la rivière l'été. On met l'eau là et on peut se laver les mains à la cuvette. Mais c'est quand même une façon d'avoir de l'eau, et on a travaillé avec le personnel pour aller chercher de l'eau dans des sources les plus proches des sources propres. Dans certains hôpitaux de Soum, Santé Sud a financé des forages et des adductions d'eau. Et il faut savoir que la l'hôpital de Tsetseberg a eu un gros projet avec l'ADB, la Banque de développement asiatique, et que maintenant il y a de l'eau quasi dans tous les services. Et des grandes victoires aussi, sur les minutes qui restent, c'est d'avoir travaillé avec le personnel à la formation d'un comité d'hygiène. Et donc, lorsque j'ai quitté la Mongolie, il y avait un comité d'hygiène qui se mettait en place à l'hôpital de façon à pouvoir ensuite continuer les prérogatives et les surveillances. Voilà, je vous remercie. Merci Annick. Je vais passer la parole au docteur Serge Boel. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette soirée, notamment Paul Bénos, le président, et notre Béguin, la chargée de com, qui a été très disponible et écoute. On va reprendre l'avion, on va partir d'un pays où ça se passe pas trop mal, pour l'Afrique. L'Afrique est, sans jeu de mots, un film noir que je vais vous présenter. Paul vous l'a présenté au départ, vous a parlé de la mortalité maternelle. Alors, vous avez dit 300 000 femmes qui meurent chaque année, ça fait un chiffre énorme, mais lorsqu'on en discute avec un public non averti, ça ne dit pas grand-chose. Et souvent, je prends l'exemple, aussi pardon pour la comparaison récente, imaginez que chaque jour, il y a 2 Super Boeing ou 2 Airbus qui se scratchent, remplis de femmes enceintes. Donc c'est le chiffre. Imaginez, 2 avions tombent remplis de femmes enceintes, c'est ça la mortalité maternelle. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Ça se passe en Afrique, dans un village perdu sur les collines du Burundi. Une jeune femme, qui a 16 ans, c'est sa première grossesse, commence son travail. Commence son travail, et puis le temps commence à passer, la famille, les voisines ne savent pas trop que faire, puisque l'enfant ne progresse pas, et on pense qu'il faut aller au dispensaire. Donc on se met, on cherche des moyens de transport, il faut d'abord l'argent pour le moyen de transport. La pendule tourne toujours, l'accouchement n'avance pas, on arrive au dispensaire, et là, l'infirmier qui est là n'a pas les qualités pour prendre en charge cet accouchement compliqué. Alors on se pose des questions, on cherche encore de l'argent, un moyen de transport, et on part dans un hôpital. Et l'hôpital, souvent, pas de chance, c'est vendredi, samedi ou dimanche. Ben, les médecins sont partis à la capitale, comme souvent. La pendule tourne toujours, l'accouchement ne se fait toujours pas, et on arrive, au bout d'1 jour, 2 jours, voire 3 jours, dans un centre hospitalier, où là, malheureusement, l'enfant est mort, et les médecins qui sont sur place vont faire une césarienne. Cette longue introduction est l'introduction aux fistules obstétricales. Alors,
En France, vous n'avez pas entendu parler, j'en ai pratiquement jamais vu pendant ma carrière, qui est terminée maintenant. La fistule obstétricale, c'est un passage anormal entre la vessie et le vagin, ou le rectum, des urines et des matières fécales. C'est-à-dire c'est une femme qui perd en permanence ses urines, qui ne peut pas les contrôler. Et pourquoi? Tout simplement parce que justement, l'enfant est resté enclavé pendant des journées, et cette tête enclavée a créé un trou entre la vessie et le vagin. Cette fistule apparaît souvent 3 jours, 4 jours après la sortie de l'enfant. On continue. Ces femmes sont appelées les maudites. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on les appelle les maudites. De par le monde, il y a environ 2 millions de femmes qui vivent avec une fistule d'origine obstétricale et on estime entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas chaque année. Alors, pratiquement dans tous les pays africains, il y a des centres hospitaliers qui les prennent en charge. L'exemple du Burundi, qu'on connaît bien puisqu'on y fait de nombreuses missions, il y a environ 1000 femmes chaque année qui font une fistule, c'est-à-dire il y a pour une femme sur 300 qui va avoir une fistule. Le terrain de la fistule, la femme est toute petite, moins de 1,50 m, et c'est souvent caractéristique de ces femmes du Burundi. Parfois des mutilations sexuelles, mais au Burundi il n'y en a pas. Mariées précocement, souvent 10-14 ans, parfois violées. On l'a dit, pauvreté, analphabétisme, donc précarité de moyens, précarité également de ces femmes. Éloignement dans des centres médicaux. Un exemple pour le Burundi, des millions d'habitants, c'est grand comme la Sicile, 20 gynécos. Les 20 gynécos sont dans la capitale, il fait 800 000 habitants. Le reste du pays, les 9 millions, pas de gynécos, que des médecins généralistes qui sont obligés de s'y débrouiller. Pas de moyens de transport, vous ne faites pas de 15, vous n'avez pas de SAMU pour transférer. Et puis il y a des coutumes ancestrales, et malheureusement, il y a encore des accouchements partiels pour un médecin inexpérimenté. Cette image montre la main d'une femme fistuleuse et la main du chirurgien, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on compare les tailles. Donc je vous dis moins de 1,50 m. Et puis le diagnostic est facile, c'est la patiente qui arrive à votre cabinet de consultation et on la suit à la trace puisque vous avez le pipi qui coule en permanence. Alors pourquoi elles sont maudites? Elles sont maudites car elles ont presque toujours perdu leur enfant. Souvent, elles ont été césarisées sur un enfant mort, dans des conditions difficiles, très tardives. Elles sont maudites parce qu'elles sentent mauvais, elles sont isolées, et on parle des femmes de l'arrière-cour. En Kirundi, on dit Ingara Yomokijo, ça veut dire fistule, et c'est ces femmes qui sont mises avec les bœufs ou avec les cochons. Elles sont cachées près du fumier. Très souvent, j'ai marqué 50%, mais j'ai fait des lectures, c'est moins 80 à 90%, les mariés les ont quittées et ont pris d'autres épouses, car dans la tradition africaine, elles sont comme si elles avaient été envoûtées, porteuses d'un sort, dans le sens qu'elles ne sont pas arrivées à donner naissance à un enfant vivant, et qu'en plus, c'est très mauvais pour la famille. Elles sont sans moyens, on n'a pas corrigé nos fautes, elles sont sans moyens, sans argent, et dans certains pays, notamment en Guinée, une femme sur 4 ou 5 est obligée de mendier sa nourriture. Donc vous voyez, c'est des femmes complètement abandonnées. Deuxième, si ces femmes donc ont échappé à la mort maternelle, si elles ont échappé aux fistules, c'est pas évident qu'elles échappent aux prolapsus génitaux. Je vais vous montrer quelques images qui ont un peu hérissé le comité d'organisation de surveillance, mais je pense qu'on ne peut pas parler de choses sans les montrer. Alors, je suis désolé, c'est des âmes un peu sensibles. Voilà ce qu'est un prolapsus, c'est-à-dire l'exorisation au niveau de la vulve, du col utérin, de la vessie, parfois du rectum. On peut passer, voilà, une photo plus globale qui est mieux. Ces femmes ont ce type de lésion. Alors, ces femmes-là ont eu 3, 4, 5 ou 6 enfants. Car souvent, ça n'empêche pas une grossesse. Et puis, elles vivent comme ça. Et les femmes du Burundi pensaient terminer leur vie avec cette prolapsus. Ces femmes-là, bien sûr, comme vous le voyez sur cette image, risquent une surinfection.
Souvent, elles ont une paire d'urine ou une dégène pour faire pipi, et elles pensaient finir leur vie, leur jour, avec ce type de pathologie. Une image également d'un prolapsus avec une carétination, ça veut dire l'ancienneté. Vous voyez que la muqueuse vaginale se repigmente de la couleur noire. Voilà, c'est terminé pour les vilaines images, mais je pense qu'il faut vous montrer ce qu'est un prolapsus et un dire. Alors, je fais partie de Gynécologie sans frontières, ONG jeune par rapport à Santé Sud, puisque nous, on n'a que 20 ans cette année. Et elle a été créée dans le Midi, et notamment par un homme que peut-être vous connaissiez, qui vient de décéder il y a quelques semaines, qui est Roger Géraud. Et parmi les fondateurs, il y avait également Paul Benos. On travaille au Burundi, en Haïti, on a plusieurs missions, au Népal, on travaille à Madagascar. Le Burundi, peut-être que vous le situez, mais au nord de la Tanzanie et à l'est de la Tanzanie, c'est avec le Rwanda, le plus petit pays d'Afrique, je vous le disais tout à l'heure, la Sicile. On continue l'image du Burundi et on travaille à Ruyigi, qui est une ville du centre-est d'environ 40 000 habitants. On continue. On fait des campagnes opératoires 2 fois par an dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Réma, qui est ouvert en janvier 2008, une nouvelle maternité en 2013, 6 médecins qui sont généralistes et un bloc opératoire qui dit des blocs opératoires européens. On poursuit. La philosophie de cet hôpital, quand vous arrivez, il est écrit sur le des frontons, la santé ne doit plus être un privilège, mais un droit. On continue. On fait essentiellement une activité de compagnonnage chirurgical. On peut passer. Donc sur les 6 dernières missions, vous voyez, on a opéré près de 200 patientes porteuses de prolapsus et d'autres problèmes gynéco, et on arrive par mission à en opérer 45. On continue. On peut passer aussi. Voilà des patientes qui attendent leur tour d'être opérées avant. Et ensuite, quelques jours après, on ne parle pas le chirurgien, enfin moi je ne parle pas. Mon épouse qui m'accompagne dans l'émission, qui était infirmière, a appris quelques mots, mais sur le sourire et les yeux de ces femmes, on comprend que oui, notre boulot est apprécié. On continue. C'est bien d'opérer, mais je le dis souvent, il faut avoir des suites opératoires simples, car on travaille sans filet, on n'a pas toutes les infrastructures d'ici. Donc il faut faire très attention sur le post-opératoire, et on a mis au point avec les infirmiers locaux des protocoles de surveillance. On continue. Je disais, compagnonnage chirurgical, eh bien nous aussi, à GSF, on a un slogan comme celui qui ressemble beaucoup à celui de Santé Sud, c'est former sans se substituer, apprendre, accompagner. C'est-à-dire que les premières interventions, on les a faites, et depuis, c'est nos amis médecins burundais qui prennent en charge ces patients. Donc, deuxième grande satisfaction, c'est, vous voyez, 3 des médecins qui sont jeunes, moins de 40 ans. On continue. Le docteur Vastine Toyota, donc jeune femme de 35-36 ans, a opéré en première aide 132 interventions en l'espace de 2 ans et demi. Et puis, dans le cadre d'un partenariat avec l'hôpital de Réunion où j'étais avant, on l'a fait venir l'an dernier, en octobre. Elle est devenue tout à fait autonome. Mais là, ça pose un autre problème, et éventuellement j'en parlerai après, c'est pourquoi elle ne peut pas continuer à opérer en permanence ces prolapsus quand nous sommes partis. C'est qu'il manque de moyens pour justement continuer à les opérer, alors que quand nous y allons, nous allons avec du matériel pour faire les interventions. On continue, j'ai presque terminé. L'autre médecin, c'est le docteur Thierry Machaut, qui lui enfin également d'autonomisation. Je ne pouvais pas vous parler du Burundi, de cet hôpital Réma, sans vous parler d'une femme que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une femme extraordinaire. Dans sa vie, on rencontre de temps en temps des personnages extraordinaires. Et bien, cette femme est à l'origine de cet hôpital. Elle a créé. On a souvent parlé du génocide au Rwanda, peu en France du génocide au Burundi. De 1993 à 2003, 300 000 morts, comme les morts maternels. Et cette femme a accueilli, recueilli 30 000 enfants de ce génocide. Et surtout, elle les a élevés
ensemble, pouvaient faire vivre ensemble, alors, les amis à l'école, leur donner un métier, et la grande majorité des gens qui travaillent dans cet hôpital sont des enfants qu'elle avait recueillis. Donc il y a une certaine philosophie importante. C'est une femme qui a eu de nombreux prix européens et américains, et qui en 2011 a eu le prix de la Fondation Chirac. Je crois que je termine, je suis dans les temps. Voilà. Le dernier projet que nous sommes en train de monter, c'est de faire à Rudy, donc dans cet hôpital Réma, un centre qui prendrait à la fois les fistules obstétricales, les incontinences d'urine et les prolapsus génitaux complexes. Les fistules que nous avons opérées, on les a opérées à Bujumbura, la capitale. Tous les prolapsus, on les a opérés à Réma. Je crois que j'ai terminé. J'ai même pas eu besoin du panneau. Je vous remercie de votre écoute. Je vais passer la parole au docteur Yannick pour notre dernière intervention. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi je suis pédiatre néonatologue et je vais vous parler de la mission en Algérie qui s'est écoulée cette année. Donc, juste pour situer quelques chiffres, mais qui sont des estimations, donc j'irai assez vite, parce qu'ils sont assez peu proches de la réalité, je pense, puisqu'il y a des difficultés de recueil de ces données, il n'y a pas de registre en fait, comme on peut en avoir en France. Donc la mortalité infantile, pour resituer, donc en Algérie, on est autour de 30 pour 1000 naissances, à savoir que pour comparer à notre taux de mortalité en France, on est à 4-5 pour 1000 naissances, sachant que 2 tiers de cette mortalité infantile est une mortalité néonatale. Donc c'est un petit peu, bien sûr, tout ça qui nous intéresse ce soir et qui a fait que nous sommes partis en mission donc, cette année. Il y a eu d'autres missions les années précédentes, mais cette mission à laquelle j'ai participé était autour du handicap du nouveau-né au petit enfant et de la prévention autour de ce handicap, de la collaboration des différents intervenants, des professionnels de santé autour de ce handicap. Donc il y a eu des progrès donc, ces 20 dernières années, puisque cette mortalité qui est très importante a quand même diminué de moitié, mais il y a beaucoup de choses à faire encore, en sachant que moi je vais vous parler de cette mission qui s'est déroulée à Alger et qui est donc à la capitale et qui est quand même dans une ville où ça se passe quand même relativement bien. Il y a une morbidité évitable et c'est ça qui est très important à souligner, c'est-à-dire que quand on est allé sur le terrain, on se rend compte qu'il y a quand même un gros souci de handicap que l'on pourrait éviter et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Voilà, donc on voit des petites couveuse avec des nouveau-nés. En fait, c'est un petit peu ce qui va revenir au cours de ma présentation, c'est qu'il y a des moyens quand même à Alger dans beaucoup de structures et que quand on va sur place, les professionnels parlent beaucoup du manque de moyens, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de problèmes organisationnels et surtout un manque de collaboration et un manque de reconnaissance des différents intervenants autour de l'enfance. Donc le projet, en fait, c'était la promotion, la prévention du handicap du nouveau-né à l'enfant de 3 ans. Et le but, un petit peu à l'issue de ce projet, ce serait de pouvoir créer ce qu'on appelle des CAMS, c'est-à-dire essayer de faire un équivalent de ce qu'on a ici en France qui s'appelle CAMS. Ce sont des centres d'action médico-sociale précoce. Bon, c'est un mot un peu compliqué pour dire globalement que ce sont des centres d'action multidisciplinaire autour des enfants handicapés de 0 à 6 ans. Donc ça, ce sont des structures qui n'existent pas en Algérie et qui font qu'il y a un manque de cohérence autour de la prise en charge de ces enfants handicapés. Donc là, le projet, en fait, c'était de faire de la formation des professionnels de santé d'horizons très différentes, que ce soit des professionnels médicaux ou paramédicaux, et ces formations, en fait, se déroulaient pendant 2 jours, avec tous les professionnels réunis au même endroit, avec une formation tous ensemble autour de la collaboration. Donc ça concernait en fait un recrutement des différents professionnels de 17 hôpitaux entre Alger et Blida, et il y avait vraiment beaucoup de professions représentées, avec infirmières, puéricultrices, sages-femmes, obstétriciens, pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes. Donc on faisait ces 2 jours de sensibilisation
Et on faisait aussi après des visites sur site, puisque ça a été beaucoup dit ce soir, le but n'est pas de remplacer, d'arriver avec nos idées, nos protocoles, mais plutôt de s'adapter au terrain et d'essayer de construire avec eux quelque chose qui va permettre d'améliorer cette morbidité et cette mortalité infantile. Donc ce qui était vraiment au cœur de notre projet, c'était améliorer la collaboration obstétrico-pédiatrique. En tout cas, c'est ce sur quoi moi j'ai beaucoup travaillé, parce qu'il y avait un autre volet avec l'annonce du diagnostic, qui était faite principalement par Monique Brio, donc qui est pédopsychiatre et qui est intervenant Santé Sud. Donc moi, c'était vraiment le volet de la collaboration, et autour de cette collaboration, essayer d'améliorer cette morbidité. Donc il y a eu ces différentes réunions avec les différents médicaux et paramédicaux, mais on s'est rendu compte que il fallait agir sur différents plans. Et c'est vrai que, bien sûr, que c'est bien de faire de la formation, mais finalement, il y a quand même un bagage souvent qui est assez bon quand même des différents professionnels, voire très très bon. Et finalement, c'est plutôt la mise en pratique qui est un souci, et pas forcément le manque de moyens. Pourtant, c'est ce qui revient beaucoup dans leurs mots au départ, et surtout un problème d'organisation sur des choses simples qui pourraient éviter ces handicaps. Donc on travaille beaucoup sur place avec la Fédération algérienne des personnes handicapées, qui, sur place, permet de recruter les professionnels et justement de faire en sorte qu'on puisse avoir un endroit qui nous accueille pour faire de la formation ou d'organiser les visites sur site. Parce qu'on ne peut pas arriver comme ça en disant, voilà, on va vous expliquer comment on va s'occuper de vos nouveau-nés. Donc c'est un petit peu avec eux qu'on va dans les différents services ou qu'on reçoit, qu'on est reçu grâce à eux. Donc, on peut passer. Donc là, c'est une image en fait des glycines. Donc c'est une des maternités où on a fait des choses très sympas. On voit les péricultrices, les pédiatres, on voit Karima, donc la vice-présidente de la Fédération des personnes handicapées, qui nous aide beaucoup sur place. En fait, c'est une des structures qui est les mieux munies. Donc on a fait du beau travail, il y avait plein de matériel, il y a du personnel, tout est assez adapté en termes de moyens. Mais juste en face, vous allez avoir une structure qui va avoir 10 fois moins de moyens, beaucoup moins de personnel, pas le matériel qu'il faut. Donc il y a quand même une grande disparité dans une même ville entre les différentes structures sur lesquelles il faut travailler. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de pouvoir faire des ateliers. Donc on essaie de faire de la formation plutôt sous forme d'ateliers, de jeux de rôle, comme vous disiez tout à l'heure, pour essayer de s'adapter aux différentes structures parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, ce qui ressortait beaucoup, oui, au début, quand on discutait, parce que les topos de formation, c'est souvent des débats pour essayer de comprendre quelle est vraiment la problématique de chacun, c'est surtout le manque de collaboration. Et ce qui était assez innovant, je pense, par rapport à ces formations, c'est qu'il y avait tellement d'intervenants différents, des professionnels de la santé qui étaient différents. Quelquefois, c'était la première fois qu'ils se rencontraient et qu'ils discutaient vraiment ensemble des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien alors qu'ils travaillent dans les mêmes structures. Le vrai souci, qu'il y a vraiment un hiatus entre les obstétriciens et les pédiatres, et donc toutes les professions paramédicales qui peuvent être représentées avec. Donc l'obstétricien parle au pédiatre au moment où il donne le bébé, et puis après, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, et donc il y a vraiment ce problème de recueil et de retour sur ce qui se passe dans leur structure. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un gros travail à faire sur le handicap évitable, parce que si on ne travaille pas ensemble dans une maternité, on ne peut pas sauver les mères et sauver les bébés si on n'en discute pas. Donc c'est vrai que ça paraît, moi je suis toute jeune, donc c'est vrai que pour moi ça paraissait très évident parce qu'on travaille comme ça, et c'est presque inné de travailler, de collaborer ensemble. Mais du coup c'est vrai que c'était très intéressant d'essayer de revoir un peu comment communiquer. Finalement on a travaillé sur le plan médical et paramédical technique, mais en fait on a beaucoup travaillé sur la communication. Comment on se regarde, on se dit bonjour, que c'est normal de parler à ses collègues le matin, peut-être de faire des réunions, des choses assez simples. Donc on a travaillé sur qu'est-ce qui pouvait améliorer les choses sur place avec les différents professionnels. Ce qui revenait beaucoup, c'était qu'il y avait un manque de support d'information. Donc on a vraiment collaboré entre les obstétriciens et les pédiatres avec l'aide des chefs de service, parce que c'est bien de travailler avec les plus jeunes, parce que c'est les plus jeunes souvent qui viennent en formation, mais il faut essayer de toucher les chefs d'unité ou les chefs de service pour essayer vraiment de faire un changement de fond. Donc on a beaucoup travaillé sur l'information, qui était un vrai problème de relais, donc les dossiers, le carnet de santé ou le carnet maternel, le carnet de grossesse, en fait des outils qui existent et qui sont souvent vierges. C'est-à-dire qu'il y a des carnets de santé, il y a des carnets obstétricaux, tout existe, ou même quelquefois la collaboration a existé, puis elle n'existe plus.
ne sait pas, un petit peu, avec les événements qui sont passés, etc., les choses se sont perdues, et il y a une espèce de manque de motivation, quelquefois, à renouer ce contact, et donc c'est vrai que c'était l'occasion de se retrouver avec tous les professionnels, de parler des outils qui existaient déjà, et d'essayer de les réutiliser souvent. Donc essayer de repenser ensemble au niveau, l'occasion était bonne parce qu'ils étaient tous ensemble, d'essayer de reparler de ce qu'étaient des staffs, donc d'essayer de faire des réunions où tout simplement on parle des dossiers médicaux, des mamans, des bébés, et ce sont des choses qui paraissent assez évidentes et assez simples, mais lorsque ce n'est pas fait dans une même structure, on se retrouve avec des taux d'asphyxie très importants, comme on peut le voir, et ça se retrouve de manière très fréquente dans les maternités à Alger. L'asphyxie, c'est le manque d'oxygène à la naissance, c'est un problème de prise en charge du nouveau-né qui est souvent lié à un problème qui s'est passé un peu avant la naissance. Et finalement, ils sont encore un petit peu dans cette guerre, à qui la faute. Donc les pédiatres sont bien gentils, ils arrivent, ils réaniment, et ils sont en colère contre les mauvais obstétriciens qui s'occupent très mal des bébés et des mamans. Donc c'est sûr que si on part de là, on ne va pas avancer beaucoup. Donc finalement, ces débats et ces jeux de rôle, c'était très intéressant parce que ça démystifiait un petit peu les choses. Et ça permettait de discuter, de mettre à plat des problématiques qui sont leur quotidien, et plutôt que d'être dans une haine de l'obstétricien contre le pédiatre, de travailler ensemble pour essayer d'améliorer les choses. Donc on leur a bien sûr passé pas mal de protocoles et de choses très techniques et théoriques, mais c'était surtout comment collaborer au quotidien pour pouvoir appliquer les protocoles. Donc là, c'était dans une structure à Bimsous où on est allé et où finalement, je me suis rendu compte que quand on discutait avec... donc là, c'est une structure où ils sont vraiment beaucoup plus débordés que dans les maternités dans lesquelles on est, mais il y a quand même des moyens. Finalement, on me disait un manque de moyens et un manque de moyens. Quand je suis arrivée sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment de quoi faire vraiment de la néonatologie qui permettrait vraiment d'éviter beaucoup de morbidité et de handicap comme ils l'ont sur place. Donc finalement, il y avait vraiment un problème de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a du matériel et pourquoi finalement on a tant de handicaps évitables. Donc à partir du moment où on est allé dans les structures, on a un petit peu mieux compris aussi, il y a un vrai problème d'organisation et des problèmes de protocoles qui ne sont pas mis en place entre les différentes spécialités, donc les différents intervenants autour de la périnatalité. Donc là, on va passer assez vite, mais c'était juste pour vous dire que finalement, on a reparlé de choses assez simples qui sont connues des soignants. Donc ça, c'est bon, techniquement, c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour dire, les corticoïdes, c'est vraiment quelque chose qui existe, ils en ont tous, et ils savent en plus en théorie qu'il faut les utiliser, voire ils les utilisent dans certaines structures. Et on sait que ces corticoïdes sont très importants pour réduire la mortalité et la morbidité des enfants prématurés. Ça, c'est bien établi. Puis la littérature, ils l'ont aussi, ils ont accès à Internet, donc ils savent tout ça. Sur le plan du bagage, c'était pas un problème. Mais finalement, dans la réalisation, dans la mise en pratique, c'est pas fait ou c'est pas fait en collaboration. Donc, ce n'est pas fait de manière adaptée. Donc, on passe encore. Donc là, on voit finalement, en tout cas à Alger, il y a quand même beaucoup de structures qui sont munies de couveuses, qui sont munies de traitements qui permettent de prendre en charge quand même des enfants prématurés. Moi, je ne m'attendais pas à avoir des enfants de 800 grammes ou 900 grammes en Algérie. Finalement, s'ils s'occupent de ces enfants-là, ils ont les moyens dans certaines structures de s'en occuper. Mais finalement, on se rend compte que les choses simples et la base de la prise en charge de ces enfants n'est pas faite. C'est-à-dire que finalement, il n'y a aucune prise en charge de la douleur, il n'y a pas de prise en charge, comme on peut dire, ce qu'on appelle les soins de développement. Donc ça coûte pas cher, mettre un cache sur une couveuse, essayer de respecter le rythme du bébé, ne pas faire des soins sans donner une antalgie, c'est-à-dire des solutions sucrées, ça c'est vraiment pas cher. Donc c'est vraiment une philosophie à avoir, et finalement qu'on a réussi à amener, parce qu'ils étaient même... je pense pour beaucoup qui sont venus agréablement surpris parce que au lieu d'aller dans des congrès où on leur parle de tas de choses très intéressantes, très techniques qu'on ne peut pas mettre en place dans leur pays, finalement on se rend compte que quand même les choses de base et les choses qui coûtent pas cher ne sont pas faites et ne sont pas optimisées. Donc c'était très intéressant de pouvoir parler des choses qui sauvent des vies, voire qui réduisent la morbidité et qui ne sont pas faites alors qu'ils ont les moyens de le mettre en place. Le clampage tardif, donc chez le prématuré ou chez le bébé à terme, c'est clamper le cordon plus tard. C'est pas compliqué, c'est juste au moment où il y a la naissance du bébé, au moment où il y a l'expulsion du bébé, clamper le cordon 60 secondes après l'expulsion. Ça c'est un truc tout simple mais qui n'est pas fait du tout, voire qui n'était pas très peu connu, alors que ça réduit franchement la morbidité des enfants.
Et donc, finalement, ça ne peut pas être fait s'il n'y a pas une collaboration entre les obstétriciens et le pédiatre. Parce que si l'obstétricien, une fois que le bébé est sorti, se sent plus concerné, il ne va pas clamper le cordon à 60 secondes. Et finalement, les sages-femmes, on a fait un gros travail avec les sages-femmes sur place parce qu'elles sont vraiment au carrefour. C'est vrai que nous, en France, c'est vraiment du personnel très important en salle de naissance puisqu'elles sont au carrefour entre la maman et le bébé. Là-bas, elles sont là, et une fois que le bébé est né, c'est fini, elles ne sont plus concernées, alors que ce sont les premiers professionnels qui pourraient sauver des vies ou réduire la morbidité. Et finalement, les choses de base et la réanimation du nouveau-né toute simple n'est pas du tout expliquée alors que le matériel est sur place. Donc la plupart des structures, elles ne s'occupent pas du bébé, elles attendent que quelqu'un arrive 5 minutes ou à 10 minutes de vie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un taux d'asphyxie aussi important, d'un manque d'oxygène pour le bébé. En France. Voilà, donc les molécules, c'est des molécules qui existent, donc on a repris un peu les protocoles et comment on pouvait mettre en place des choses qui coûtent pas cher et qui sauvent des vies. Ensuite, donc la prise en charge multidisciplinaire, on a fait beaucoup de jeux de rôle autour de comment on peut travailler ensemble. Et donc on a fait des cas cliniques et on s'est rendu compte que finalement, ils travaillent beaucoup tout seuls. C'est-à-dire que l'obstétricien fait l'annonce du diagnostic, va expliquer comment va se développer l'enfant, va donner le pronostic, etc. Chose qui n'est pas le cas en France. Donc ils n'utilisent pas les compétences de chacun alors que le pédiatre est à l'autre bout du couloir. Ou inversement, les pédiatres ne vont pas dans le service d'obstétrique pour aller voir les mamans alors que c'est vraiment quelque chose qui est à leur portée et qui est juste des moyens humains. Voilà, donc on a repris tout ce qui était annonce du diagnostic, tout ce qui était justement consultation commune. La réanimation en salle de naissance, ça a été vraiment un gros du projet, parce que finalement, si on veut s'occuper des enfants handicapés, il faut quand même essayer d'éviter ce handicap avec des choses simples. Donc on a beaucoup travaillé sur mannequin, et tous les professionnels dans la salle de naissance doivent, selon les recommandations de la réanimation en salle de naissance, doivent connaître les premiers gestes, comme les gestes de premier secours, on apprend à faire du bouche à bouche, à masser, etc. Ce sont des gestes très simples, et techniquement, on n'a même pas besoin d'avoir d'ailleurs un bagage de sage-femme pour le faire, mais je dirais, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles n'étaient pas formées alors qu'elles sont en première ligne. Donc on a repris beaucoup la place de chaque soignant et de remettre à niveau un petit peu les compétences de chacun pour essayer de limiter cette hiérarchie qui est très très pesante là-bas. Voilà, on peut avancer. Donc voilà, donc on a beaucoup travaillé sur la valorisation des compétences de chacun, parce que finalement on se rend compte que le bagage, en tout cas pour beaucoup, était très bon. Que la littérature est très bien connue, qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire, et que finalement on est beaucoup à regarder une montagne en se disant on va pas y arriver parce que de toute façon on est trop loin de ce qui se fait de mieux, alors qu'en réalité il y a beaucoup de choses qui sont simples et qui ne sont pas mises en place, sur lesquelles on peut travailler. Bien sûr qu'il y a un manque de moyens quand même dans certaines structures et il y a une disparité, et encore plus dans les terres, puisque là je parle de la capitale. Mais sincèrement, pour monter ce projet autour de l'handicap de l'enfant, il y a vraiment énormément de choses à faire sur des moyens humains et sur une amélioration organisationnelle en fait, des mentalités, un changement un peu des mentalités. Voilà, quelque chose sur lequel on a un petit peu insisté gentiment quand on est allé dans les sites, c'est l'audit. Il n'y a pas du tout d'audit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évaluation de ce qu'ils font en termes de qualité des soins. C'est vrai que c'est une démarche en France qu'on fait maintenant de manière tout à fait instinctive, qu'elle soit dans l'unité, par la propre unité, ou qu'elle soit externe par les autorités des structures, mais finalement, il n'y en avait pas. Que ce soit le chef de service ou même le chef d'unité, il n'y a pas d'évaluation, donc c'est difficile d'améliorer la situation si déjà on ne s'évalue pas. Donc on a un petit peu retravaillé ça aussi. Il faut, je pense, si on met en place des améliorations, ou si on a envie de mettre en place des améliorations avec eux en compagnonnage, il faut qu'on puisse évaluer les choses pour pouvoir avancer de manière objective. Voilà, je vous remercie.